Ah, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de rencontrer en chair et en os, à force de travailler sur des sites internet virtuels et de ne connaître les lecteurs ou les sympathisants que par des pseudonymes ou des adresses e-mail. Donc c'est toujours agréable de les rencontrer. Aujourd'hui, je vais vous parler des médias, mais je ne vais pas vous parler des médias au sens organisation. Je ne vais pas vous faire des présentations de structures, de propriétaires, de qui est propriétaire de quel média et comment ça fonctionne. D'autres l'ont fait avant moi et l'ont fait mieux que moi. Et en plus, c'est tellement changeant que je risque d'être démenti par un changement de propriétaire du jour au lendemain, l'important n'étant pas forcément là. Je vais essayer de vous apporter surtout quelques clés d'analyse, quelques points de référence pour mieux aider à comprendre le fonctionnement de certains types de médias et aussi quelques outils pour vous défendre, un peu d'outils d'autodéfense si vous voulez. Par rapport aux choses dont je vais parler, je vais vous dresser une liste qui est incomplète. J'aimerais d'abord vous parler de la distinction pour moi fondamentale qu'il y a à faire entre ce que j'appelle la désinformation et la malinformation. La désinformation étant la partie volontaire, la malinformation étant la partie involontaire, intrinsèque à un certain mode de fonctionnement. Chose qui est impossible, qui est intéressant, important à distinguer, parce que souvent on appelle désinformation, on met tout dans le même sac. Du moment qu'on n'est pas content de ce qu'on entend, on appelle ça désinformation. Il y a pourtant chez moi l'idée qu'il y a une distinction fondamentale à faire entre la désinformation et la malinformation. Ensuite, je vais vous parler du sédentarisme culturel qui est induit par la malinformation. Nous allons ensuite aborder les questions de l'obésité intellectuelle qui est le résultat de la malinformation. Ensuite, présenter quelques outils de résistance, des choses que j'appelle les ruptures narratives et les comportements atypiques dans les médias qui permettent de repérer les trous d'information, les trous informationnels comme on appelle ça. Et ensuite, évidemment, quelques réflexions sur les médias alternatifs. Mais d'abord, parce que toute bonne conférence, paraît-il, commence par une anecdote. Alors je vais vous raconter une anecdote. Tout le monde se souvient de l'image de Colin Powell aux Nations Unies en train de brandir petite fiole là, présentant la preuve des armes de destruction massive en Irak. Il a dû faire ça en 2004-2005, je ne me souviens plus très bien de l'année. 3. Alors je vais vous présenter maintenant une autre histoire. Cette scène se passe au milieu des années 80. Elle se passe aussi à la tribune des Nations Unies, devant l'Assemblée générale. La personne qui est à la tribune s'appelle Jane Kirkpatrick. C'est l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Et Jane Kirkpatrick est en train de brandir un magazine qui s'appelle le Figaro Magazine, ouvert à une page où on voit une photo de cadavres empilés en train d'être brûlés. Cette magazine, cette photo, elle le brandit comme preuve à l'Assemblée nationale générale des Nations Unies, comme preuve d'un génocide contre les Indiens Miskitos au Nicaragua. Le Nicaragua, c'est un des plus pauvres pays au monde, situé en Amérique centrale, où venait de se produire l'impensable, une révolution anti-américaine, menée par une alliance entre marxistes et, au scandale, des chrétiens. Et Jane Kirkpatrick, donc, est là sur scène en train de présenter ce magazine à l'Assemblée générale comme preuve d'un génocide. Évidemment, dans l'objectif de s'en prendre au régime sandiniste, on les appelait les sandinistes, ceux qui avaient pris le pouvoir. S'en est suivi une guerre qui a coûté, 10 ans de guerre, qui ont coûté à peu près 40 000 morts pour un pays de 3 millions d'habitants. Le fait est que le photographe qui a pris cette photo a fini par reconnaître sa propre photo, a porté plainte. En fait, il s'agissait d'une photo qui avait été prise des années auparavant, lors d'un tremblement de terre, et c'était le cadavre des victimes qui étaient brûlés par les employés de la Croix-Rouge pour éviter une épidémie. D'ailleurs, les employés de la Croix-Rouge, on les voyait avec leurs brassards dans le fond de la photo originale, mais le Figaro Magazine avait soigneusement pris soin de noircir la fumée qui s'élevait des cadavres pour maquiller les gens qui portaient les brassards. Le journal fut condamné à une amende d'environ 600 € pour atteinte aux droits d'auteur. Il y a eu 40 000 morts qui ont suivi, et on ne sait pas s'ils ont payé leur amende ou pas. Si cette anecdote a un air de déjà-vu, ce n'est pas pour rien que je vous la présente. Pourquoi ?
Parce qu'après avoir présenté cette photo, c'est là que furent créées une armée de mercenaires qui sont partis du Honduras attaquer le Nicaragua. Ils ne s'appelaient pas l'Empire islamique, mais ils s'appelaient les Contras, mais c'était un petit peu similaire. Ils se livraient à des massacres, ils attaquaient que les écoles, s'affrontaient rarement à l'armée, clouaient les instituteurs sur les portes des églises et des écoles, décapitaient les jeunes soldats sandinistes qu'ils attrapaient. Il n'y avait pas Internet, donc on ne voyait pas les vidéos à l'époque, mais on voyait les photos circuler. Se comportaient en parfaits sauvages, financés par les États-Unis. L'anecdote que je vous raconte n'est pas aussi innocente que ça, parce que je n'ai pas terminé. Celui qui était chargé d'organiser ces contrats s'appelait Colin Powell. Il y a donc un rapprochement à faire direct entre le mensonge qu'il a et la mise en scène qu'il a accompli quelques années plus tard aux Nations Unies, qu'il a présenté comme un accident de parcours, en disant qu'il avait été trompé par les services secrets, alors qu'il était probablement en bas de la tribune en train d'observer en admiration Jane Kirkpatrick en train de refaire le même coup qu'un 20 ans auparavant. Il s'agit non pas donc d'un accident, mais bien d'une technique et d'une stratégie qui a fait ses preuves et qui a été répétée par les mêmes. Le maître, ensuite l'élève. Si on n'a pas compris ça, je crois qu'on a manqué beaucoup de choses sur les réalités de ce qui se passe dans le monde actuellement. Évidemment, les médias n'en ont pas parlé, parce que pour connaître ça, il faut avoir un minimum de culture, un minimum de sens de l'histoire, un minimum de profondeur historique, chose que les médias, d'une manière générale, n'ont pas. Voilà pour l'anecdote. Alors, en guise de préambule, je pars d'une question. Si un boucher d'une boucherie nous empoisonnait en nous vendant de la viande avariée, les consommateurs que nous sommes n'accepteraient jamais l'idée que les choses sont comme ça et qu'il nous suffirait d'aller trouver une autre boucherie pour acheter de la viande. Tout le monde protesterait, tout le monde dirait que c'est inacceptable, tout le monde dirait que le boucher a des comptes à rendre. C'est pas acceptable. Bizarrement, lorsqu'une journaliste, Judith Miller, pour ne pas la citer, du New York Times, ment sciemment sur les armes de destruction massive en Irak, information qui a été reprise dans le monde entier, qui a fini par coûter directement ou indirectement la vie à 1,5 million de personnes, eh bien cette affaire-là est simplement casée dans le petit case déontologie et la journaliste finit par être remerciée, on n'en parle pas. Ça arrive, diront-ils. Ici, on constate que l'impunité de la journaliste est quasi totale. Elle est même revendiquée par la profession journalistique au nom d'une liberté qu'elle se garde bien de définir avec précision. Elle a juste une liberté. Et pourtant, l'idée que l'information est devenue un produit de consommation comme un autre, ce n'est pas une idée nouvelle. On en parle dans tous les textes, etc. C'est un truc qui est un petit peu le buzz, le truc dont tout le monde aime, la phrase que tout le monde aime répéter. Et si c'est vrai, alors c'est le seul produit de consommation pour lequel il n'existe aucune date de péremption, aucun suivi ni traçabilité, imposé par des textes ou pas, un produit pour lequel il n'existe aucune association de consommateurs représentative, ni aucune réglementation sur la qualité et les normes. Tiens, voilà un produit de consommation pour lequel il n'existe strictement aucune réglementation. Si, il y a l'histoire quand même. Si on revient sur les choses, les événements à froid, la justice doit être dépassionnée. Pour les questions, ça sera à la fin de l'intervention. Si en tout cas, il n'existe pas d'organisation de consommateurs représentatifs organisée. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de réglementation qui impose. D'un côté, on dit que c'est un produit de consommation. Alors ça, c'est le truc qu'ils aiment bien dire. Oh, c'est un produit de consommation. Bah, où est la date? Quelle est l'étiquette de composition? Quelle est la réglementation qui réglemente ce métier? Il n'y en a pas. Liberté totale. Liberté de mentir, liberté de déclarer des guerres, de provoquer des guerres, de servir à ça, etc. Donc, à un moment donné, la question se pose, c'est comment ont-ils réussi à faire admettre pour notre esprit ce que nous n'accepterions jamais pour notre corps? Alors, un petit état des lieux que j'appelle vite fait, mal fait. C'est encore une anecdote. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une journaliste de France Info. Elle s'appelle Sophie Parmentier. Alors, j'ai vérifié sur le site, c'est un grand reporter. Grand reporter, donc c'est une catégorie à part, c'est pas le journaliste de base. Et elle voulait m'interviewer sur un sujet précis concernant Cuba. Il se trouve que je suis un peu spécialiste de Cuba. Alors je me suis rapidement rendu compte qu'elle ne connaissait pas vraiment le sujet. Elle voulait parler des attentats contre Fidel Castro. Et moi, je n'avais pas envie de lui répondre parce que je sentais qu'elle voulait des réponses un peu attendues. Et je voulais lui dire
il faudrait aussi parler du terrorisme en général contre Cuba. Cuba a subi 3000 attentats. Ce serait dommage de ne parler que des attentats contre Fidel Castro. Elle n'était pas au courant, je lui ai proposé d'aller chercher sur Internet un peu, et puis de me rappeler plus tard. Et elle me dit, j'ai pas le temps. Ah, vous n'avez pas le temps? Elle me dit non. Je dis, quand est-ce que vous avez commencé votre... Elle me dit, j'ai commencé ce matin, il faut que je rende ma copie à 16h. Il était 14h. J'ai dit quelques banalités au téléphone qui ne sont jamais passées à la radio. Bref, en clair, madame n'avait pas le temps. Alors faisons une petite expérience. Prenez un parterre au hasard d'inconnus. Examinez-les à tour de rôle. Essayez d'énoncer une vérité sur chacun d'entre eux. À part de décrire quelques éléments physiques, vestimentaires, j'irai pas très loin. Pour ça, il faudrait que je vous interroge, que je prenne le temps, que j'examine, qu'on parle un peu. D'un autre côté, si je devais énoncer un mensonge, facile. Monsieur, vous avez traversé le Pacifique à la nage. Monsieur, vous avez marché sur la Lune. Facile de dire un mensonge sur quelqu'un. Bref, cette simple et évidente et incontournable contrainte du temps, qui est une contrainte physique et mécanique, induit un truisme qui me tient à cœur, c'est que la vérité exige du temps, alors que le mensonge s'accommode parfaitement avec la vitesse. C'est important parce que je me dis, si vous demandez à un garagiste de faire la révision de votre voiture en 1 heure, et maintenant vous lui demandez de le faire en 5 minutes, le résultat serait quoi? Idem pour un médecin, vous lui demandez de vous ausculter en 1 demi-heure, vous lui demandez de vous ausculter en 3 minutes. Alors par quelle magie est-ce que les journalistes échapperaient-ils à la dégradation générale et inéluctable du résultat de leur travail induite par la réduction du facteur temps? On est tellement obnubilé par la technologie et qui permet la circulation quasi instantanée de ce qu'on appelle des données ou de l'information, qu'on en arrive pourtant à oublier l'essentiel, c'est que entre le fait de la transmission qui est quasi instantanée et sa rapport avec la réalité, on ne se pose plus tellement de questions. On est ébloui de savoir que X minutes plus tard, on est au courant d'un attentat qui s'est produit à Boston. Pensez bien que vous pourriez l'apprendre 1 heure plus tard, que ça vous ferait le même effet, ou même le lendemain. Mais ici, l'important, c'est que vous le sachiez quasiment en temps réel. Peu importe si les informations transmises collent réellement à la réalité, ou correspondent à la réalité. De toute façon, une information chassera l'autre dans pas longtemps, et le lendemain, vous serez déjà généralement passé à autre chose. Ces phénomènes de dégradation, évidemment, s'accentuent, s'amplifient avec la complexité du sujet. Annoncer qu'un train arrive en retard ou à l'heure, c'est des données simples, il y a 2 ou 3 critères. Si vous commencez à parler de la Syrie, là, vous êtes un petit peu devant un problème. Il faut expliquer de l'histoire, il faut prendre du temps, chose que les médias, en général, n'ont pas. La vitesse de traitement produit donc inévitablement une dégradation de la qualité de l'information. Puisqu'il faut aller vite, et parce que l'événement est complexe, le résultat est très prévisible. Ce n'est pas la vitesse de traitement qui sera ralentie pour traiter des sujets complexes, mais c'est l'événement qui sera simplifié pour pouvoir être traité dans les délais impartis. Et parce que la vitesse de traitement est relativement constante, un journal télévisé dure 1 demi-heure maximum avec tous les sujets, un article de plus d'1 page, c'est très rare, on verra que tous les événements seront compressés, si on peut dire, jusqu'à un niveau de compatibilité avec le format. S'il faut faire un reportage de 2 minutes, peu importe que le sujet soit super complexe, eh ben, on enlèvera, on le ramènera à 2 minutes, et puis voilà, c'est comme ça. Idem pour les articles, dans un journal écrit évidemment. À vitesse constante, donc, on peut dire que la dégradation de la qualité de l'information est donc proportionnelle à la qualité du sujet. Si je traite en 2 minutes un sujet simple, j'arrive à le couvrir peut-être. Si je traite en 2 minutes un sujet moyennement complexe, je suis déjà en train de vous larguer et de me raconter des mensonges. Si je traite un sujet super complexe en 2 minutes, là je suis en train de véritablement de me foutre de votre gueule et de la mienne aussi en passant. Et donc que l'enjeu, c'est que la complexité et la vitesse sont un trio perdant, enfin un couple perdant. Complexité et vitesse, couple perdant. Mais parfois, on constate que l'information s'accélère encore plus. Il y a déjà la vitesse de traitement habituelle, standard, celui de la routine, de tous les journaux qui se succèdent, du jour après l'autre.
Et parfois, ça va encore plus vite. Un attentat à Boston, un attentat à New York, etc. Et là, il faut aller super, super vite. Là, la vitesse habituelle ne permet même pratiquement de prendre, la vitesse qu'ils vont appliquer ne permet de prendre absolument aucun recul. Aucune analyse sérieuse. Et il s'avère que dans les cas d'événements exceptionnels dont j'ai parlé, la notion même de recul, de réserve disparaît pour céder la place à une débauche de savoir-faire de pure forme. Alors si dans le cas d'un train qui tombe en panne, les enjeux sont minimes, eh ben, pour ne pas dire inexistants, dans d'autres cas, la Syrie, pour parler de quelque chose un peu dans l'air du temps, l'enjeu politique, lui, est extrêmement élevé. Alors si l'enjeu politique d'un événement est faible, la volonté de le manipuler sera faible. Qui va vouloir vous manipuler, à part peut-être le responsable de l'accident, un accident de train? Dans le cas de la Syrie ou dans un pays, autre pays où lorsqu'il y a un enjeu politique très important, la manipulation par les parties intéressées, et je dis bien les parties intéressées, pas forcément les parties concernées. Les parties intéressées, c'est plus large que les parties concernées. Leur volonté de manipulation sera évidemment presque naturelle. On va profiter de quelque chose. Or, c'est dans ces cas-là, lorsque l'événement devient de plus en plus important, qu'on constate chez les journalistes ou dans les médias en général, un recul de la réserve d'office qui devrait s'appliquer. C'est-à-dire qu'ils se méfient de moins en moins de la parole officielle au fur et à mesure que l'événement prend de plus en plus d'ampleur. Autant les journalistes mettront en doute facilement la présence d'un compte en Suisse d'un certain élu, autant ils ne mettront jamais en doute la version officielle de tel attentat ou de telle intervention dans tel pays. Donc leur niveau de réserve s'inverse avec l'importance de l'événement. C'est un constat. La conclusion, c'est plus le risque de manipulation est grand, et moins les médias jouent leur rôle, paradoxalement. Moins les médias jouent leur rôle, et plus la manipulation sera facilitée, et par conséquent tentée, augmentant ainsi sa probabilité de manière exponentielle jusqu'à devenir quasi certaine. Alors je note au passage que l'attitude standard d'un consommateur de l'information, entre guillemets, est de considérer que plus un événement est couvert par les médias, et plus les risques de manipulation sont faibles, et mieux nous sommes informés. C'est une erreur classique, et aux conséquences que je qualifierais de tragiques. Ne serait-ce que parce que la multiplicité des médias n'a aucun rapport avec la multiplicité des sources et des opinions. D'autres l'ont expliqué avant moi, il y a un phénomène d'information circulante qui tourne sur elle-même, les médias se reprennent les uns les autres, se répètent en boucle, reprennent les dépêches, etc., etc. Donc, ça part du New York Times et ça envahit le monde, par exemple. Donc, en résumé, par rapport à tout ce que je viens de dire, le niveau de couverture médiatique d'un événement ne garantit aucunement la fiabilité des informations. Première chose. Deuxième chose, la malinformation, c'est-à-dire la partie involontaire, est proportionnelle à la complexité d'un sujet multipliée par la vitesse de traitement. C'est-à-dire que plus un événement est complexe, et plus son traitement est rapide, et plus nous serons mal informés. La manipulation, c'est-à-dire la partie volontaire, la désinformation, elle est proportionnelle aux enjeux politiques multipliés par l'absence de réserve des médias. Plus les enjeux politiques d'un événement sont grands, et moins les médias feront leur travail, et plus nous serons désinformés. Et lorsqu'un événement présente à la fois une complexité et un enjeu, la probabilité que nous soyons à la fois mal informés et désinformés est quasi certaine. Nos chances de connaître la vérité s'inversent donc et deviennent quasi nulles. En une phrase, plus un événement est complexe et présente un enjeu politique, moins nous sommes réellement informés, et ce, quel que soit son niveau de couverture médiatique. Alors la malinformation. La malinformation, j'aime bien faire un parallèle avec la malbouffe. À l'instar de la malbouffe qui désigne à la fois les productions d'une industrie agroalimentaire et nos propres habitudes alimentaires, la malinformation désigne à la fois les produits de l'industrie de l'information et aussi nos propres habitudes de consommation. Je partage un peu les rôles là.
Dans la malbouffe, c'est pas le hamburger qu'on mange de temps en temps, comme ça, qui déglingue notre santé, c'est la constante répétition, l'ingurgitation à petite ou à grande dose de graisse, de sucre, etc., qui nous déglingue. De même que la malinformation, c'est pas le film américain ou le film de propagande qu'on regarde de temps en temps, c'est la distillation quotidienne, tous les jours, qui revient insidieusement, à petite dose, et donc finalement, à la fin, on ne se rend même plus compte, qui finit par déglinguer nos neurones. Donc, c'est le long empoisonnement via nos assiettes et nos propres habitudes qui se conjuguent pour nous tirer vers le mal-être. Et sur les médias, c'est le long empoisonnement via des TF1 ou des contre-vérités signées par certains types de médias qui se sont spécialisés là-dedans, et nos propres habitudes qui se conjuguent pour nous tirer inexorablement vers le mal-savoir. Et comme la malbouffe, la malinformation est le résultat de conditions imposées par des forces économiques, mais aussi le résultat de nos propres habitudes de consommation. Il y a par exemple, très répandu, qui m'a toujours surpris, la confusion qu'il y a entre ingurgiter des informations et s'informer. Il y a des gens qui me disent « Moi, ça va, je passe beaucoup de temps à m'informer ». Moi, j'entends souvent cette phrase et il me semble qu'elle exprime la même confusion qu'entre manger et se nourrir. Et si vous dites « Je suis informé parce que je m'informe », ça veut dire « Je me nourris parce que je mange ». Et si vous mangez que des McDo, ça donne quoi? Les gens qui passent leur journée devant des télévisions, BFM, iTélé, etc., j'en connais, ils sont absolument persuadés qu'ils s'informent. Mais le résultat des courses, je constate, c'est que le lendemain, ils se souviennent plus de ce qu'ils ont vu la veille, ils ne retiennent que quelques vagues idées, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne se rendent pas compte. La malinformation, la confusion entre d'une part le temps passé à ingurgiter des informations et d'autre part le temps consacré à la recherche de l'information, ça c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Et l'action brute, comme rester planté toute la journée devant une chaîne de télévision d'information continue ou même l'Internet, bah souvent ça remplace et généralement annule l'objectif recherché. La malinformation, c'est quoi? C'est par exemple la lente distillation de une phrase qui a eu son temps, disait Ahmadinejad, alors j'ai eu du mal à prononcer son nom, l'ex-dirigeant de l'Iran, qu'il aurait dit qu'il voulait rayer Israël de la carte. On a su plus tard, enfin nous on a su tout de suite qu'il n'avait jamais dit ça, le magazine Le Point l'a admis quelques années plus tard, mais bon, ça avait quand même été répété en boucle. Des phrases comme Chavez, qui était souvent qualifié de populiste et même d'antisémite, évidemment, que Kadhafi avait fait bombarder sa population, on a su que ce n'était pas vrai, mais beaucoup plus tard, que l'OTAN est un ONG humanitaire, et que toutes les variations que vous avez de « il n'y a pas d'alternative » en fait. Donc, rester le truisme qui se déduit de tout ça, c'est que s'informer en restant planté devant les médias tels qu'ils sont les grands médias actuels, c'est pour moi l'équivalent d'aller se baffrer au McDo. Alors tout ça, ça donne quoi? Ça donne, le malinformation donne ce que j'appelle le sédentarisme culturel. Alors, je vais essayer de donner des termes comme ça, des idées. Le sédentarisme culturel, qui pour moi est à la fois le résultat de l'information institutionnelle médiocre et de notre propre passivité. Par manque de temps, de moyens, de savoir-faire, peu importe, mais le résultat est là. Mais pour produire un résultat optimum, la malinformation doit se conjuguer avec un autre élément indispensable, et ça, c'est le sédentarisme culturel. Alors, c'est quoi le sédentarisme culturel? C'est, par exemple, moi, un des aspects les plus agaçants, en ce qui me concerne, lorsqu'il m'arrive de débattre avec des amis, c'est leur évidente et totale incapacité de projeter leurs pensées ou imagination. On peut pourtant ne pas apprécier, par exemple, les talibans et considérer que les enfants afghans ont le droit de vivre, de ne pas être massacrés par des cow-boys surarmés. On peut ne pas apprécier feu Kadhafi et penser, ne serait-ce que penser, que le bombardement d'un pays ne fait pas avancer la cause de la démocratie. L'histoire nous aura donné raison à ceux qui le disaient avant. On devrait pouvoir conceptualiser que la vision de l'Occident vue de l'extérieur n'est peut-être pas la même que celle de l'intérieur. Le sédentarisme culturel, en fait, annihile les capacités de se projeter dans l'autre, d'avoir une authentique recul sur soi et son environnement et d'éprouver une empathie réelle pour quelqu'un qui ne fait pas partie de son environnement immédiat. Par contre, le sédentarisme culturel renforce la capacité d'asséner des formules toutes faites comme des vérités premières et prétendument universelles. Après tout, comme disait l'autre, rien n'est plus dangereux qu'une idée lorsqu'on n'en a qu'une.
Alors se forger une vision du monde et de l'histoire à partir de son canapé devant la télévision ou l'Internet, je répète, ou en lisant toujours le même journal, est une opération intellectuellement risquée. Le sédentarisme culturel induit une vision où son auteur se perçoit comme le centre de quelque chose, et par conséquent, le reste du monde et les peuples se voient relégués vers une sorte de périphérie. Par exemple, demandez à n'importe qui comment s'appelle le président des États-Unis. Il est probable que 99% des gens vous répondront correctement Obama. Demandez-lui maintenant qui est le président de la Chine. Si vous obtenez 1% de bonnes réponses, je vous offre le champagne. Et là, je crois que je suis optimiste. Combien de noms de villes de Chine connaissez-vous, à part les deux que tout le monde connaît, Shanghai et Pékin? Il ne s'agit pas ici d'un problème stricto sensu de malinformation, car vous pourriez le savoir si vous vouliez le savoir. Mais d'un autre côté, d'où nous vient cette absence de curiosité, cette absence de sentiment d'ignorance? Le sédentarisme culturel, c'est donc à la fois le produit de la malinformation et son moteur. On finit par ne plus ce qui n'empêche pas d'ailleurs les collègues avec qui je travaille, qui sont incapables de citer le nom du président de la Chine, de me faire un exposé brillant sur pendant un quart d'heure, pour m'expliquer pourquoi la Chine, par exemple, est impérialiste en Afrique. Je trouve contradictoire qu'il sache exactement la politique de la Chine en Afrique, alors qu'il n'est même pas capable de prononcer le nom du président en exercice. Et si par hasard il arrive à me le prononcer, je lui pose la deuxième colle, comment s'appelle le Premier ministre? Et là j'ai gagné à tous les coups. Alors il faut noter au passage qu'être cultivé au sens accumulation du savoir n'empêche nullement le sédentarisme culturel. Ça c'est un piège classique. Le passage par la machine à formater du système éducatif, notamment le système éducatif occidental, est totalement orienté centre-périphérie. Centre-périphérie. Ce système est souvent l'un des meilleurs moyens de sombrer justement dans le sédentarisme culturel. Alors je ne suis pas le premier, parce que d'autres, Chomsky, d'autres l'ont dit bien avant moi, etc., mais je tiens à le rappeler, ce sont généralement les catégories les plus éduquées, là je mets des gros guillemets, de la population en Occident qui sont les meilleurs piliers du système, probablement parce que leur éducation a fortement induit une vision centrée du monde, et que leur attitude peut se résumer à ceci. Pourquoi diable chercherais-je à savoir ou à comprendre puisque je comprends, on sait déjà. Alors si vous n'avez jamais discuté avec un lecteur assidu du Monde ou un enseignant, j'espère qu'il n'y a pas trop d'enseignants dans la salle, vous n'avez peut-être jamais vécu cette situation où il y a des gens qui sont totalement imperméables. Vous pouvez dire que vous revenez du Nicaragua et que vous y avez passé 6 mois, peu importe l'article qu'il a lu la veille dans Le Monde, dépasse de loin votre expérience. Alors, à l'obésité intellectuelle, maintenant, à l'instar de la malbouffe qui, associée au sédentarisme physique, produit l'obésité physique, on peut prolonger le parallèle en énonçant un nouveau truisme que la malinformation associée au sédentarisme culturel, alors ça produit l'obésité intellectuelle. Alors, l'obésité intellectuelle, c'est quoi? C'est l'incapacité de suivre une explication de plus de 3 phrases. Ça m'arrive souvent, ça. Ou l'incapacité à lire un long article en entier. Oh, je suis fatigué. C'est l'incapacité à suivre un raisonnement de plus d'un niveau. Blanc-noir, c'est bon, ça arrête. Fini. On est essoufflé dès les premières marches. L'obésité intellectuelle, c'est lire toujours le même journal, c'est regarder en boucle, encore une fois, les chaînes de titres d'information, c'est consulter toujours les mêmes sites d'Internet, c'est s'enfoncer dans l'univers ouaté de ses certitudes, c'est ne plus réagir et même accepter le concept infâme de guerre humanitaire. C'est de ne plus réagir ni même réfléchir aux guerres menées en notre nom. Et l'obésité intellectuelle, c'est aussi la propension à ne vouloir lire que ce qu'on a déjà envie de lire, d'entendre, et son corollaire, éviter l'effort de mettre ses certitudes à l'épreuve en les confrontant à des avis divergents. Alors les journalistes, est-ce qu'ils sont complices ou acteurs ou victimes de tout ça? Un jour, troisième anecdote, un jour je discutais avec un journaliste de TF1 qui devait se rendre à Cuba, et on a discuté un peu du pays, etc., et puis je ne sais plus comment j'en étais arrivé à lui reprocher le manque de sérieux des journalistes, que n'avais-je point dit. Alors il s'est défendu, évidemment, en me rétorquant « Non, moi je ferai mon travail honnêtement et correctement ».
Et il a lâché la phrase qu'il n'aurait pas dû, en toute objectivité. Je lui ai dit que non, il m'a dit que si, je lui ai dit que non, il m'a dit que si, je lui ai dit que non. Alors à un moment donné, je lui ai dit, faisons une expérience. Imaginez que vous êtes à la Havane, la caméra tourne, vous êtes devant le palais présidentiel et vous commencez votre reportage par la phrase suivante. À la Havane, le régime communiste de Castro a déclaré, peu importe ce que vous dites après, est-ce que ça passera à TF1? Il me dit, ouais, bien sûr. Je dis, maintenant, imaginez, vous êtes devant la Maison Blanche, caméra tourne, et vous commencez votre reportage en disant, vous êtes à Washington, le régime capitaliste d'Obama a déclaré, est-ce que votre reportage passera? Il me dit que non. Je dis, voyez bien. Il me dit, oui, mais c'est pas pareil. Ouais, d'accord. Bon, ce qui me fait arriver à la conclusion que c'est parce qu'il n'y a pas de meilleur porte-parole d'un mensonge que celui qui y croit. Énonçons un autre truisme. Les journalistes sont à la fois les premières victimes, j'y tiens, et les principaux vecteurs de la malinformation. Car aussi étonnant que ça puisse paraître, la plupart des journalistes croient aux conneries qu'ils racontent. Alors comment s'en étonner en fait? Parce qu'ils sont après tout les premiers producteurs et consommateurs de la malinformation, l'expression même du sédentarisme culturel, et donc logiquement les plus gros obèses intellectuels. Alors on arrive à la tâche ardue de l'autodiagnostic. Tout ça c'est bien, voilà. Comment maintenant est-ce qu'on raisonne? Comment est-ce qu'on peut réagir à ça? Mark Twain disait qu'il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Alors annoncer que la Terre est ronde ou qu'elle tourne autour du Soleil, vous savez, à une époque, ça a failli mener plus d'un au bûcher. Aujourd'hui, ces anciennes croyances nous font sourire. La question, c'est lequel de nos croyances modernes feront sourire les générations futures. Alors si le résultat de la malbouffe est relativement simple à mesurer, il suffit de monter sur une balance et de faire le ratio par rapport à sa taille, celui de la malinformation, c'est quand même compliqué parce que pour mesurer la malinformation, il faut se servir d'un outil qui est celui qui est victime justement de la malinformation. C'est comme tenter de mesurer la précision d'un outil avec l'outil que l'on veut mesurer la précision. On tourne un peu en rond là, c'est compliqué. Alors comment savoir qu'on est victime de la malinformation? Comment savoir que l'on ne sait pas? Ou mieux encore, comment arriver à admettre qu'on sait ou qu'on a été trompé? Alors ce qui est certain, d'abord, pour commencer, c'est que le réveil peut se révéler une expérience très douloureuse, car le victime de la malinformation, c'est comme le cocu du village, il est généralement le dernier à le savoir. Mais le fait d'avoir constaté, moi personnellement de visu, je vous ai raconté deux ou trois, la première anecdote d'ouverture, j'en aurai peut-être d'autres si vous voulez plus tard, plusieurs manipulations médiatiques, ça facilite quand même grandement le réveil. Et provoque aussi une certaine habitude de réserve lorsque les médias aboient à l'unisson, comme on dit. Alors par où commencer et comment allons-nous procéder? Je vais commencer par vous raconter un film. Pour ceux qui l'ont vu, est-ce que ceux qui connaissent le film The Truman Show, film américain. Dans le film The Truman Show, le jeune Truman Burbank, c'est le nom de l'acteur principal, mène une vie tranquille et pépère dans un environnement cliché du rêve américain. Seulement voilà, à son insu, Truman est le personnage d'une méga émission de télé-réalité. Depuis sa naissance, ses faits et gestes sont reliés par des caméras astucieusement cachées dans le décor, un peu partout. Sa femme, ses collègues de travail, ses voisins en fait sont des acteurs. Les passants sont de simples figurants et son environnement un gigantesque décor intérieur où il fait presque toujours beau et le ciel en fait n'est qu'un très haut plafond peint. Tout est faux et Truman ne le sait pas. Mais un jour, je vais vous raconter la fin du film, je suis obligé. Un projecteur se décroche de ce fameux studio et tombe à ses pieds. Panique à la régie et sur le plateau. Truman commence à remarquer des choses, à se poser des questions. Il décide pour la première fois de sa vie de partir, mais partir où? Je ne sais pas, n'importe où, donnez-moi un billet. Et comme par hasard, les trains sont en grève, les pilotes font grève, ils n'arrivent pas à partir. Un jour, il vole une barque pour traverser ce qu'il croit être la mer, et au bout de quelques temps, se cogne contre le paroi du studio qu'il croyait être son monde à lui. Tout ça pour dire qu'à un degré ou à un autre, je crois que nous sommes tous des Truman Burbank. Donc, à nous de détecter les indicateurs de la malinformation, c'est-à-dire les fameux projecteurs qui vont tomber à nos pieds,
pour nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors moi, je les ai intuitivement classés en deux catégories. Alors c'est vraiment intuitif, on pourrait l'enrichir, y réfléchir plus loin, etc., etc. Toute la profession, commençons par ceci, toute la profession vous le dira. Donc ce n'est pas mon discours à moi, c'est toute la profession vous le dira. Il faut parler des trains qui déraillent et pas des trains qui arrivent à l'heure. C'est quasiment la définition de l'information, on est d'accord. C'est ce qu'ils disent, les journalistes eux-mêmes. Alors c'est pratiquement la définition résumée de leur métier. Et il y en a d'autres comme ça, qu'ils énoncent comme ça assez régulièrement. Ils vont vous dire, par exemple, des choses incontournables comme l'équité dans le temps de parole lors des débats, la neutralité des journalistes et tout ce blablabla. Ce sont des leitmotifs qu'ils répètent tous en boucle dans toutes les rédactions et dans toutes leurs réponses aux lecteurs en colère. Ah, il y a toujours ces mêmes justifications et ils disent ça c'est notre métier, c'est comme ça que nous fonctionnons. Très bien. Donc on constaterait, hypothèse, que la profession serait donc guidée par des lois du métier, de comportements types qui s'appliqueraient, ouvrez les guillemets, en toutes circonstances et en dehors de toute considération personnelle, partisane ou idéologique. Admettons. Le problème, c'est que tout mensonge finit à la longue par se heurter au mur de la vérité. Donc. Et pour maintenir le cours du mensonge, il faut donc effectuer un détour, contourner. Faire une entorse aux lois du métier susmentionnées, car si elles étaient réellement appliquées systématiquement, elles finiraient par révéler la supercherie. Forcément, tôt ou tard. Et on a vu, et on voit, et on le sait, qu'il est plus facile de détecter un mensonge que de trouver la vérité. Le mensonge, c'est immédiat, la vérité exige du temps. Donc il est plus facile de détecter un mensonge que de trouver la vérité. Ça va nous aider, ça. Prenons par exemple le travail des astrophysiciens. J'aime bien ce parallèle. Les astrophysiciens vont vous parler des trous noirs dans l'univers. Par définition, un trou noir, on ne peut pas le voir. D'où son nom. C'est un trou noir, il n'y a rien qui s'échappe, même la lumière. Alors comment tu sais que le trou noir existe puisque tu ne peux pas le voir? Ah ah! Le trou noir, en fait, se détecte par le comportement inhabituel des corps qui l'environnent, ou de phénomènes environnants qui ne peuvent s'expliquer que par la présence d'un objet qu'on ne voit pas, le trou noir. Dans le monde médiatique, nous allons procéder un peu pareil. Nous ne connaissons pas le mensonge en lui-même, mais nous allons pouvoir le détecter par des comportements atypiques des objets environnants. Attention, parce que les trous noirs, c'est que les anomalies, que les trous noirs, c'est comme les ennuis, etc. Plus on en cherche et plus on en trouve. Donc moi, je les ai, comme je disais, empiriquement classés en deux catégories. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Il y a les premiers que j'ai appelés les comportements atypiques. Rappelez-vous, je vous ai dit que le métier, c'est pas moi qui le dis, le métier journalistique dit « Nous avons des règles de fonctionnement, c'est comme ça. Si vous êtes un lecteur en colère, monsieur, sachez que nous fonctionnons comme ça, les capables. » Ok, très bien. Les comportements, donc, sont des violations des lois du métier par le métier lui-même. Ce n'est pas moi qui viole ces lois, c'est le métier lui-même qui les viole. Et en fait, comment est-ce qu'on les détecte? Les comportements atypiques, selon moi, maintenant ça c'est assez subjectif, mais je crois qu'on peut appliquer cette règle et tout le monde peut se l'appliquer à soi-même, c'est de se poser une question relativement simple. Si j'étais réellement un journaliste mu par la volonté d'informer, à la recherche des trains qui déraillent et de l'exceptionnel, guidé par mon seul souci d'objectivité et ma déontologie, comment est-ce que je procéderais? Et à chaque fois, la réponse me sidère entre l'écart d'une chose et dans l'autre, entre la réalité et les professions de foi. Bon, voici ce que pour moi sont quelques exemples de comportements atypiques. Rappelez-vous ce que c'est que la définition de l'information. C'est l'exceptionnel, c'est le spectaculaire, c'est les trains qui déraillent. Bien, commençons par cet événement-ci. En Colombie, en 2010, on a découvert une fosse commune charniée de plus de 2000 cadavres, prisonniers politiques, assassinats politiques en Colombie en 2010. Qui en a entendu parler? Qui peut nier que c'est un événement exceptionnel et spectaculaire? 2000, dans une fosse commune, en Colombie. Mais pourtant, quelques phrases plus haut, je lis, mais on parle que des choses spectaculaires. Si on n'en parle pas, c'est parce que c'est pas spectaculaire. Et si c'est spectaculaire, on en parle. C'est pourtant spectaculaire, vous n'en parlez pas. Trou informationnel, le voilà le trou noir. Quelle est la vérité qui est cachée là-dedans et quel est le mensonge? Ah ça, il faut encore étudier, décortiquer un peu, mais voilà un exemple même
de quelque chose qui ne va pas. C'est l'observation objective qui me fait dire, au-delà de toutes mes opinions préconçues, vous êtes en train de déconner les mecs. Parce que naturellement, vous devriez vous pencher sur cette question-là, et vous ne le faites pas. Aux Philippines, en 2011, par exemple, 30 journalistes ont été assassinés d'un seul coup. 30. Qui en a entendu parler? Ah, lorsqu'un journaliste est assassiné à Moscou, c'est le tour du monde. 30 aux Philippines, en une seule journée, d'un seul coup, dans une embuscade. Pas un mot. Comportement que je qualifierais de totalement atypique. Ça cache quelque chose, comme dirait l'autre. Trou informationnel. Un autre exemple, qui m'est un peu plus proche, parce que ça concerne indirectement Cuba, mais si je vous disais que le plus long procès politique de l'histoire des États-Unis, qui a duré 11 mois, et qui a appelé à la barre des généraux, des colonels, des responsables de bases américaines, des responsables des services secrets, sur une affaire de contre-terrorisme, qui dira qu'il en a entendu parler? Du plus long procès jamais tenu aux États-Unis. Pas un mot dans les médias occidentaux, rien. Comportement atypique, trou informationnel. Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire pour pas que les médias en parlent? Encore une fois, il faut creuser ensuite. Il n'y a pas une réponse immédiate. On pourra en parler. D'autres comportements atypiques. Ah, comportement atypique par rapport à quoi? L'équité dans le temps de parole lors des débats et la neutralité du journaliste. Très bien, j'assume, vous le dites. Moi, je ne dis pas que je suis neutre, je ne dis pas que je suis objectif. Hein. C'est eux qui le disent, prenons-les au jeu. Qui a déjà entendu parler un représentant de la résistance irakienne? L'Irak avec lequel la France n'est pas officiellement en guerre. Qui peut me dire une seule fois d'avoir entendu une seule fois un résistant, un opposant à l'invasion américaine intervenir à la télévision française? C'est bien ce qui me semblait. D'un seul coup, l'équité, la neutralité, etc., passer par-dessus. Probablement parce que... Bon, probablement parce que je vous le laisse, les suspensions. Ça, c'est votre travail. Et voilà un autre exemple d'un trou informationnel, d'un comportement complètement atypique. Et j'en ai toute une liste, mais peu importe, on ne va pas tous les passer en revue. Vous avez compris l'idée. Ensuite, il y a le deuxième. Là, j'ai parlé des comportements atypiques. Les comportements atypiques où le métier viole ses propres lois. Ça, c'est ce que devraient nous signaler les trous informationnels. Il y a deuxième maintenant classement que j'ai appelé les ruptures narratives. J'aime bien ce terme, ça roule bien. Les ruptures narratives sont quoi? Pour moi, c'est des contradictions, des absurdités, des changements brutaux de ligne sans explication. C'est comme un navire qui changerait de cap et le pilote dirait non, je n'ai pas changé de cap. Et dit mais si, les étoiles ont bougé. On est toujours dans la même direction. Mais vous remarquez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les ruptures narratives, en fait, sont plutôt difficiles à détecter lorsqu'on est accroché aux infos. Pourquoi? Parce qu'on a l'esprit sans cesse bombardé par de nouvelles informations qui chassent les précédentes. Et dont la plupart, d'ailleurs, de ces informations sont totalement inutiles à notre compréhension ou totalement incompréhensibles, ce qui est la même chose. Alors, sans surprise, lorsqu'on se désintoxique des médias, en prenant, par exemple, une sérieuse distance avec leur lecture et le fait de regarder la télé, d'un seul coup, et c'est un phénomène que j'ai pu observer chez moi, mais aussi chez les collègues qui l'ont tenté, les ruptures narratives deviennent cruellement évidentes. C'est incroyable. Éteignez la télévision pendant 1 mois ou 2, revenez-y, et on en reparlera. Vous voulez quelques exemples de ruptures narratives? Allez-y. Bon, comme ça, sans trop y réfléchir, on pourrait en trouver d'autres, ça pourrait presque être un jeu. Où est passé le fameux trou dans la couche d'ozone qui devait annoncer la fin du monde? Disparu, résorbé, n'existe plus, ou finalement on s'en fout? Pendant des mois, pendant presque 1 an, on nous a parlé que de ça. D'un seul coup, on est passé à autre chose. J'aimerais savoir si je vais mourir bientôt d'un coup de soleil ou quoi. Non, enfin, c'est fini. Rupture narrative. On a changé de truc. Bon, la fin du monde, c'est pas pour demain, ou ce sera pour autre chose. Ah, celui-ci, j'aime bien. Les talibans en Afghanistan. Bah, je parle d'une certaine génération, les plus jeunes ne vont pas se souvenir de ça, mais les talibans, à l'époque de l'occupation soviétique, les talibans étaient décrits comme des combattants de la liberté. C'est le terme qu'on leur donnait. Hein. Les mêmes sont désormais présentés comme des abominations. Si vous posez la question à quelqu'un, à dire, est-ce que tu peux me rappeler à quel moment ils sont passés de combattants de la liberté à abomination? Mais personne ne se souvient exactement à quelle date ils sont passés d'ami à ennemi. Rupture narrative des plus classiques. L'ennemi qui devient l'ami, l'ami qui devient l'ennemi, et on ne sait pas trop pourquoi, c'est juste comme ça.
Un que j'adore, alors celui-ci aussi c'est parce que c'est une affaire qui rejoint mon histoire à moi, mais celui-ci, cette anecdote, cette affaire-ci, présente un double rupture narrative. Les Khmers rouges au Cambodge. Tout le monde a au moins entendu parler de ces fameux Khmers rouges qui ont mené un génocide au Cambodge et qu'on balance à la tronche de tous les communistes lorsqu'ils commencent à parler, etc. C'est en tant qu'ex, ou peut-être encore, j'en sais rien, communiste, j'ai eu droit toute ma vie. La rupture narrative ici, elle est très bizarre. C'est première rupture narrative, comment est-ce que les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir? Ah, ça c'est vrai, c'est une question intéressante. Deuxième rupture narrative, comment est-ce qu'ils sont partis du pouvoir? Parce que ça, personne ne vous le dira. Ils sont arrivés au pouvoir grâce au bombardement des Américains, parce que jusqu'au bombardement des Américains qui ont décidé de bombarder le Cambodge parce qu'ils n'arrivaient pas à battre le Sud-Vietnam, et ils pensaient massacrer leur base arrière. L'organisation Khmer Rouge n'était qu'un groupuscule dans la forêt. Une fois que les Américains avaient détruit les villes, c'était open bar, et les Khmer Rouges sont rentrés dans les villes en disant « il y a quelqu'un », ils ont pris le pouvoir. Après avoir mené leur génocide, qui les a chassés? Ce sont les communistes sud-vietnamiens qui les ont chassés. La première intervention humanitaire à ma connaissance, et probablement l'une des seules qui ait jamais existé, c'est celle-là. L'armée sud-vietnamienne est intervenue, les a chassés et est rentrée chez elle. Pour la petite anecdote, il faut savoir que les Khmers rouges ont gardé leur représentation aux Nations Unies pendant 8 ans, à cause du veto américain qui refusait de reconnaître le nouveau pouvoir cambodgien. Et les Khmers rouges ont trouvé refuge en Thaïlande, qui était un allié très proche des États-Unis. Voilà un cas typique de rupture narrative, à l'échelle historique, mais on peut en trouver au quotidien, etc. etc. Donc pour les détecter, c'est des ruptures narratives. Il faut véritablement prendre du recul, comme ça, parce que sinon, et je le vois, parce qu'une amie très proche, pour ne pas dire ma compagne, mais j'espère qu'elle verra pas la vidéo, passe ses journées plantées devant iTélé et compagnie, et voilà, quoi, elle n'arrive pas, et quand je lui mets le doigt dessus, elle me dit, à chaque fois, elle me dit, oh, c'est vrai ce que tu dis là, ça. Et moi, je ne regarde jamais, hein, j'entends comme ça. Alors, aussi bien les ruptures narratives que les comportements atypiques, on pourra en trouver peut-être des sous-ensembles, etc., etc., ils partagent des caractéristiques qui permettent aussi de les reconnaître. Parce que les médias sont malins parfois pour s'en défendre lorsque vous leur mettez sous le nez ces histoires-là. Premièrement, ils font l'objet d'un non-dit, même lorsqu'ils sont évidents. C'est pour cela qu'il ne faut pas les confondre avec les changements de version ou le démenti. Parce que le changement, le démenti, là où les médias disent « Ah, nous nous sommes trompés », est toujours intégré, récupéré dans la narrative standard. Par exemple, lorsqu'ils disent « Nous nous sommes trompés, nous le reconnaissons, vous pouvez donc encore nous faire confiance ». Les véritables ruptures narratives et comportements atypiques ne sont jamais reconnus. Ils ne sont jamais reconnus comme tels déjà. Si vous vous en pointez un du doigt, ils préféreront hausser les épaules ou faire semblant de ne pas comprendre. D'ailleurs, le plus souvent, ils ne comprennent pas. Au mieux, vous recevrez une réponse du style « Ah, ben c'est pas pareil ». Les véritables ruptures narratives et comportements atypiques, donc, ne sont jamais reconnus par la presse. Troisième caractéristique, ils sont partagés par l'ensemble de la profession, révélant ainsi des affinités idéologiques profondes. Le consensus qui s'établit autour de ça, tous les sujets dont je vous ai parlé là, tous et tous les grands médias se comportent de la même façon vis-à-vis de ces sujets-là. Ce qui révèle qu'au fond, il y a une profonde affinité idéologique entre tous ces journaux qui se présentent comme des rivaux en fait. Et enfin, le dernier caractéristique, et peut-être le plus important, eh bien, les ruptures narratives et les comportements atypiques sont indispensables pour préserver la construction narrative qui, sans eux, s'effondrerait. On ne peut pas l'avouer, parce que ça remet en cause tout ce qu'on est en train de vous raconter. On ne peut pas vous raconter l'affaire du plus long procès aux États-Unis dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que c'est l'affaire d'un procès mené contre des agents qui s'étaient infiltrés aux États-Unis pour empêcher les attentats terroristes, c'est-à-dire qui venaient lutter contre le terrorisme de groupes terroristes à Miami, et que les autorités américaines ont arrêté et condamné à certains à 2 peines de prison à vie, plus 15 ans. C'est difficile donc de vous raconter un procès où des antiterroristes risquant leur vie se font condamner à une double peine de prison à vie. Sauf à remettre en cause toute cette blablabla sur la guerre contre le terrorisme, évidemment.
Alors, les médias alternatifs, évidemment, on y arrive petit à petit. Est-ce que c'est une histoire d'amour ou de haine? D'abord, l'assimilation entre Internet et médias alternatifs est relativement courante, probablement parce que tout simplement, la plupart des médias alternatifs se réfugient sur Internet pour une question de moyens. Mais cette assimilation est trompeuse parce qu'elle confond le fond et la forme. Il existe des médias réellement alternatifs sur papier, comme le magazine Fakir, par exemple, ou le Sarcophage, qui s'appelle maintenant L'Enragé, je crois, plus Sarcophage. Comme il existe des médias dominants sur Internet, ils y sont tous présents sur Internet aussi. Alors la question, c'est à quoi on reconnaît un média alternatif? Moi, je vous propose quelques pistes de réflexion. Ce n'est pas quelque chose de définitif, c'est à affiner évidemment. C'est qu'un média alternatif, pour moi, doit obéir à certaines caractéristiques. Ce n'est pas le tout de dire « je suis un média alternatif parce que je vous parle de choses secrètes, ou parce que je fais dans le conspirationnisme, ou parce que je fais ci ou ça ». Le fait de pouvoir être qualifié de média alternatif, pour moi, fait que le média doit obéir à certains critères. Par rapport à tout ce que j'ai dit, ces critères ne vont certainement pas vous surprendre. Par exemple, c'est la capacité à déceler, à dénoncer les comportements atypiques et les ruptures narratives. Pour moi, c'est la première caractéristique d'un média alternatif, c'est de dire où est-ce que vous allez là, les gars? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi vous avez changé de cap? Et les médias vont dire non, on n'a pas changé. Si, vous avez changé de cap, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est déjà le premier. C'est le média qui refuse les changements, les ruptures narratives et les comportements atypiques sans une explication précise, si je puis dire. Et tout ça, dans quel but? C'est de tenter simplement de rétablir le courbe de raisonnement ininterrompu et cohérente. L'histoire avant, pendant et les conséquences qui suivent. Et une deuxième caractéristique pourrait être un rapport à l'information qui, contrairement à la propagande véhiculée par les grands médias, pour moi est quasi sacré. Et puis, troisième caractéristique pourrait être, et probablement important pour moi, c'est le refus du deux poids, deux mesures. Ça, c'est quelque chose qui est relativement courant. D'ailleurs, puisque j'ouvre la parenthèse, en ce moment, il y a pas mal une campagne ces dernières années contre les sites internet, contre l'internet, raconter que oui, on trouve tout et n'importe quoi, attention, vous mettez les pieds, patati patata. Je veux bien, mais je vais vous poser une question, c'est combien de guerres ont été provoquées par des sites alternatifs? Combien de morts ont été provoquées et appelées par des sites alternatifs? Combien de gens sont morts à cause de nos mensonges et combien de gens sont morts à cause de leurs mensonges? Alors quand les journalistes viennent nous donner des leçons de ce type-là, sous prétexte que simplement parce que nous ne croyons pas à la version officielle du 11 septembre, j'ai envie de leur dire fermez vos gueules et faites enfin votre métier. Voilà, ça c'est le règlement de compte entre moi et les journalistes encartés. Alors, l'Internet c'est le panacée pour les uns, la malédiction pour d'autres. On nous dit oui, le printemps arabe, Facebook, Twitter et tralala et tout ça. Moi personnellement, j'y crois pas un mot. Alors à titre d'exemple, lors des événements en Égypte, là, ils nous ont abreuvés en nous expliquant à l'époque, si vous en souvenez, la révolution colorée en Égypte, les Égyptiens ont fait la révolution grâce à Facebook et à Twitter. Même Hillary Clinton est allée de son petit laïus en disant hey, a fait appel à Twitter pour faire la révolution. Yeah! Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à faire des recherches et je suis allé sur des bases, je suis informaticien sur les bases spécialités. Et voilà ce que j'ai découvert. Dans un pays de 80 millions d'habitants, c'est l'Égypte, il y avait à l'époque de la révolution colorée égyptienne 20 000 comptes Twitter. Compte ne veut pas dire actif. Et actif ne veut pas dire militant. Et militant ne veut pas dire opposant. 20 000 comptes Twitter. Et 1 million de Facebook. Pour un pays de 80 millions d'habitants. Alors la question c'est que restait-il pour un pays de plus de 80 millions d'habitants? Je vais vous répondre, pas grand-chose en réalité, sinon une autre fantasme des geeks et une nouvelle légende urbaine. À la même époque, Julian Assange, qui était le fondateur de Wikileaks, avait accordé un interview où il a abordé ce thème. Il avait expliqué comment les mots d'ordre de la révolution égyptienne avaient été consignés dans un livret qui circulait sous le manteau via le réseau des clubs de football. En première et dernière page de ce manuel, on pouvait lire l'avertissement suivant. Ne pas utiliser Facebook, ne pas utiliser Twitter, trop facilement infiltrable et manipulable. Alors,
Je me souviens à l'époque, j'ai observé pendant les nuits entières, moi, les événements sur place, en direct, via les sites internet, la place, fameuse place Tahir, là. Tahir, c'est ça, oui. Tahir, ah, merci pour l'accent. Et j'ai été très attentif à un phénomène, c'est comment les manifestants évitaient, arrivaient à occuper le sommet des immeubles, le toit des immeubles, pour éviter qu'ils soient occupés par les adversaires qui leur jetteraient des projectiles. Et les journalistes à l'époque racontaient, ils formaient des petites équipes de gens qui se connaissaient entre eux, montaient, etc. Le fait qu'ils se connaissent entre eux était important parce que dans un phénomène comme ça de révolte, les infiltrations, les provocations, etc., etc. Et donc, parce qu'un tel connaissait un tel. Alors je sais que ce n'est pas vraiment un système à toute épreuve, mais on en reparlera, comme j'ai dit, le jour où votre vie dépendra d'un pseudo rencontré sur Facebook. Donc, l'importance accordée à ces médias de virtualité, etc., personnellement, en tant qu'utilisateur de ces moyens-là, mais pour d'autres raisons, me fait personnellement rire complètement. Non, la révolution ne viendra pas de là, rassurez-vous, si je puis dire, ou ôtez toute illusion que vous auriez à ce sujet. Parce que finalement, si l'Internet avait réellement l'importance que d'aucuns lui semblent lui accorder, moi il me paraît évident que George Bush, Tony Blair et même Obama seraient en prison. Moi il me semble évident que Guantanamo serait fermé depuis longtemps, que Gaza serait libéré, que Sarkozy serait en fuite, que les banques seraient nationalisées, le Parti socialiste français serait redevenu un groupuscule. Voilà. Et à ceux qui me disent que l'Internet nous aura bien servi, moi je leur réponds simplement, ouais, figurez-vous que l'ennemi s'en sert aussi bien que nous. Hein. Sinon mieux. Alors où est le progrès? Et je veux dire, où est le progrès concrètement? Moi, à titre personnel, il me semble que l'Internet n'a de sens que pour ceux qui ont déjà une expérience concrète en dehors de celui-ci. C'est-à-dire dans le cas où l'Internet n'est qu'un outil complémentaire, un facilitateur et non une source en elle-même. La cacophonie ambiante, la multiplicité des blogs, de chacun pour soi, chacun son site, la diffusion d'une chose et de son contraire, la multiplicité des fournés, des pseudo-ci, des pseudo-ça, les trolls dans les forums, les mecs qui interviennent en disant « je suis syrien, je sais de quoi je parle, signé Blanche-Neige », les lectures en diagonale, l'impatience devant un article trop long, le clic trop facile, le butinage incessant, bref, le zapping à l'état pur. Le fait est que la grande majorité de la population continue de s'informer via les médias dominants, y compris dans leur version Internet. Alors on retrouve les mêmes ennemis de l'information, tout sourire et pas plus gênés que ça d'ailleurs par notre présence sur Internet finalement. Alors on me dit oui mais sans Internet. Ouais mais sans Internet on aurait peut-être même probablement mené d'autres combats, d'autres réflexions sur les médias. Nous aurions présenté d'autres exigences au lieu de déserter le champ de bataille, nous retrancher derrière le virtuel. Et je me demande même si parfois, à force de trop de révélations, trop contradictoires, l'Internet n'aurait pas eu un effet démobilisateur, c'est-à-dire provoquant un sentiment de tâche insurmontable, une attitude de « à quoi bon ?» Quand j'étais jeune, il y avait le patron, il y avait les ouvriers, il y avait la droite, il y avait la gauche, oh, facile, on y va. Là, maintenant, c'est où est-ce qu'on va, quoi. Alors, il y a des médias alternatifs qui ont leur force et leur faiblesse. Leur force aux médias alternatifs, c'est quoi? Ils ont le temps. Moi, je traite de ce que je veux, quand je veux, le temps qu'il faut. Ils n'ont pas de compte à rendre. Moi, je n'ai pas de compte à rendre, je ne subis pas de pression particulière, et je n'ai pas de conformisme à suivre. Mais ces avantages sont contrebalancés évidemment par l'absence de moyens. Et cette absence de moyens pose le problème des sources d'information. Parce que si les médias alternatifs se démultiplient, on constate quand même qu'ils se cantonnent souvent à décortiquer les informations véhiculées par les grands médias. C'est-à-dire que les médias alternatifs sont assez rarement la source de l'information. Or, pour être la source de l'information, c'est un autre métier que de dire « tiens, je vais analyser les ruptures narratives, détecter les comportements atypiques et critiquer, etc., que véritablement être la source de l'information. » Et c'est là où le piège se tendra un jour, à mon avis, c'est lorsque les sources de l'information deviendront de plus en plus étroites et que la tâche des médias alternatifs sera de plus en plus cantonnée dans une analyse d'une eau qui est déjà filtrée, et non pas de pouvoir remonter à la source.
Et lorsque le jour où ils nous fermeront le robinet de la source, on commentera le silence. Entendez-moi ce silence. Et donc, notre comportement vis-à-vis des médias alternatifs, vis-à-vis de l'information, pardon, est déterminé par notre rapport à celui-ci. C'est-à-dire que pour certains, peut-être la majorité, le rapport se résume à considérer l'information comme un supermarché de faits. C'est-à-dire où on vient puiser ses certitudes, mais ce qui en retour rétrécit le champ de réflexion. Et petit à petit, le nombre d'articles prélevés diminue pour ne plus se résumer qu'à l'indispensable kit de survie. On va toujours sur les mêmes sites, on lit toujours les mêmes sujets. Je reviens un peu à ce que j'étais en train de dire. On a envie d'être conforté dans ses opinions. Et d'autres personnes ont un rapport carrément boulimique. L'un comme l'autre, d'ailleurs, participe à la malinformation. Mais c'est comme tout, hein, s'entendre dire qu'il faut réviser notre rapport à l'information, c'est comme s'entendre dire qu'il faut faire de la gym. On y pense, on se le promet, les mois passent et les années s'écoulent, tandis que dans la périphérie de notre perception, les dangers et les dégâts s'accumulent. Moi, personnellement, je ne reconnais à aucun journaliste aucun droit de filtrer l'information, et l'argument qui consiste à rétorquer, à aller consulter d'autres sources ne me convient nullement. D'abord parce que les sources en question, comme je l'ai dit, si elles se multiplient dans la forme, se raréfient sur le fond. Ensuite parce que c'est faire peu de cas de mon droit à l'information. Ce droit, je le revendique et je l'exige. Et aucun média ne saurait me convaincre qu'il faut faire avec ce que l'on a, pas plus qu'un boucher indélicat ne me convaincra qu'il suffit de changer de boutique. De quel droit et comment se sont-ils arrangés pour nous faire nous résigner à cet état de choses? Les choses peuvent être pires que ce que l'on croit, je crois. Alors là, je vais rentrer dans un truc. Il y a quelques années de ça, il y a eu un putsch, tentative de putsch au Venezuela, 2002, où la droite réactionnaire, comme on dit, a tenté donc un coup d'État contre Chavez, qui était régulièrement élu dans des élections les plus démocratiques du continent, dixit tous les observateurs. Et parmi les participants à ce coup d'État, de façon active, s'est trouvée une chaîne privée de télévision qui s'appelle RCTV, détenue par un milliardaire latino-américain. Et ce média donc a participé activement dans la mesure où, par exemple, ils n'ont même pas annoncé qu'il y avait un coup d'État militaire en cours. Ils ont balancé des dessins animés de Tom et Jerry toute la journée, les vidéos et les résultats des matchs de foot. On n'était même pas au courant que le président en exercice avait été enlevé par des militaires et emporté sur une île déserte. Le coup d'État a échoué et les représailles du gouvernement vénézuélien contre RCTV étaient du nombre de 0. Étrange, mais c'est comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que 2 ou 3 ans plus tard, lorsque le bail, comme un bail d'appartement, location, est arrivé à son terme, le gouvernement vénézuélien a dit à RCTV « Ah, désolé les gars, mais on n'a pas envie de vous relouer l'appartement, il va falloir chercher ailleurs. » Là, il y a toute une campagne mondiale qui s'est répandue en disant que le gouvernement vénézuélien avait fermé une chaîne d'opposition. Il n'avait pas fermé une chaîne d'opposition, qui émet d'ailleurs toujours sur câble et satellite, mais les ondes hertziennes, à la fin du bail, j'insiste, le gouvernement a pensé qu'il n'était pas bon de renouveler le contrat d'un média qui avait tenté un putsch contre le gouvernement en exercice. Difficile de lui en vouloir. Où est-ce que je veux en venir? Ce qui m'intéresse ici, c'est la réaction des autres médias. Je constate qu'en France, y compris les organisations comme Reporters sans frontières, ce qui les a choqués dans cette affaire et ce qu'ils reprochent et rappellent, y compris aujourd'hui, c'est que les autorités vénézuéliennes ont osé refuser le renouvellement d'un bail arrivé à son terme d'une chaîne privée. Le fait que la chaîne privée ait participé à un coup d'État, franchement, ça ne les a pas plus dérangés que ça. Ce qui me fait dire la chose suivante, for the record, ça veut dire en fait implicitement que les médias, en France en tout cas, en seraient eux-mêmes tout à fait capables. Je pense qu'ils le seraient. Puisque le fait qu'un média participe à un coup d'État ne me dérange pas. Vous êtes prévenus, au cas où, je ne vais pas dans le catastrophisme, mais voilà,
Ça ne les dérange pas plus que ça. Autre phénomène étrange. Vous avez tous entendu parler probablement du rapprochement États-Unis-Cuba. Bon, je ne vais pas rentrer dans le mécanisme lui-même, est-ce qu'il s'agit véritablement d'un rapprochement ou pas. Ce serait l'objet peut-être d'une autre conférence ou d'un autre débat. Ce qui est intéressant, c'est que ce rapprochement avait été, comment dire, signalé par ceux qui étaient un peu avertis, par 5 articles en un mois, 5 éditoriaux du New York Times, qui est le grand quotidien mondial, 5. On savait que ceux qui suivaient les événements savaient que quelque chose allait arriver parce qu'il y avait ces articles qui d'un seul coup commençaient à se dire pourquoi le New York Times n'arrête pas de parler de Cuba en ce moment. Et bingo, après le 5e article, Obama était arrivé en disant « Ah, on va changer notre politique ». Et tout le monde s'est extasié, ou pas d'ailleurs, mais personne, peu de gens ont relevé le phénomène suivant. Est-ce qu'ils ont compris que le New York Times a préparé le terrain à Obama? Et les gens me disent « Ouais, et alors ?» Est-ce que vous n'avez pas compris que le New York Times a participé à une manipulation, même si c'est dans le bon sens? Prenons l'exemple suivant. J'aime bien cet exemple aussi. Vous connaissez tous, probablement, vous avez vu, une pièce de théâtre se déroule, comique, et soudain dans la salle, un incident. Il y a un spectateur qui se lève, qui se met à crier, et pendant quelques secondes, vous ne savez pas si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques minutes, on se rend compte que c'est un acteur qui est en train de... D'accord? Donc en fait, ce n'est pas un spectateur, c'est un acteur. Le spectacle était dans la salle. Au bout de quelques minutes, vous le savez. La différence entre le théâtre et les médias, c'est qu'au théâtre, on finit par vous le dire. Dans le monde médiatique, on ne vous le dit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que un des grands problèmes en ce qui me concerne par rapport aux grands médias, c'est que tout en se présentant à vous comme des observateurs d'une scène, d'un spectacle, ils sont en fait des acteurs. Ils font partie intégrante du jeu, tout en se retirant comme ça et en faisant semblant de ne pas l'être. C'est un peu l'histoire du « quand le sage montre la lune du doigt, les gens regardent le doigt ». Ici, ce sont les médias en fait qui mènent le bal, le rythme, là, qui donnent le tempo, etc., tout en se présentant comme en fait des observateurs impartiaux, etc. Alors que c'est faux, archi faux. S'il suffit de connaître le milieu journalistique pour connaître le degré de connivence, etc., tout ça, ça fait l'objet de négociations et d'interviews, etc. Et le New York Times l'avait brillamment démontré à ce moment-là, sans que les gens réagissent plus que ça. Donc s'il fallait donner une autre caractéristique à ce qu'on pourrait appeler un média alternatif, un jour, ce serait de dire on refuse de participer à... C'est-à-dire que nous nous positionnons vraiment dans le rôle du spectateur des événements sans être des acteurs occultes, se faisant passer pour des spectateurs alors que nous sommes en fait des acteurs dans la salle. Alors, pour moi, le combat, c'est ma conclusion, ouais. Le combat des médias n'est pas un combat annexe. Je considère qu'il est le combat. Certains d'ailleurs l'ont bien compris, si vous observez ce phénomène. Certains n'hésitent pas à acheter un journal qui perd des millions d'euros par an, alors que dans le même temps, ils sont prêts à fermer des usines qui gagnent, mais pas assez. Dans quel cas est-ce qu'un capitaliste accepterait d'acheter une business qui perd de l'argent, sachant qu'il perd de l'argent, sachant qu'il a toujours perdu de l'argent, sachant qu'il perdra de l'argent? Alors si vous ne l'avez pas compris, je vous rassure, lui, il a tout à fait compris. Ça doit être le seul cas où des millionnaires, des milliardaires investissent dans des business à perte. Source de réflexion pour nous tous. C'est parce qu'ils doivent y trouver un intérêt que même si nous ne le voyons pas, en tout cas je ne pense pas que ce soit pour l'amour de la démocratie et du pluralisme de la presse. En fait, l'information est une forme d'éducation, elle nous forge notre vision du monde. Mais accepterions-nous que nos enfants à l'école soient éduqués par des enseignants sortis d'on ne sait où, formés dans des écoles de journalisme privées et indépendantes, de toute tutelle, même mineurs, indéboulonnables, et quel que soit leur degré d'incompétence? Est-il normal d'exiger par exemple le non-cumul des mandats d'un élu qui après tout est élu, tout en acceptant sans broncher l'ubiquité des journalistes? Est-il normal de limiter le nombre de réélections d'un élu qui après tout est élu, tout en acceptant sans broncher
de voir les mêmes têtes partout sur toutes les chaînes et radios pendant 20 ans et plus? Est-il normal que le premier abruti venu muni d'une carte de presse puisse qualifier Chavez de dictateur dans un journal distribué gratuitement à des dizaines de milliers d'exemplaires ou sur un site pseudo-alternatif? Au fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un nom pour désigner un système ou un pouvoir avant tout économique et commercial et non élu qui supplante celui des représentants du peuple? Alors, fort de la leur que constitue une certaine facilité sur Internet, nous avons de facto abandonné, avec armes et bagages d'ailleurs, le champ de bataille des médias, champ à partir duquel l'adversaire nous bombarde en toute liberté. Alors, si le combat pour le pouvoir il doit y avoir, je pense qu'il vaut mieux viser le véritable pouvoir, car ce ne sera qu'à partir de ce moment-là, et de ce moment-là seulement, que nous pourrons dire que nous avons enfin tourné la page. Voilà, et merci pour votre attention.